Je vais donc rapidement redresser un tableau de ce qu'est la maladie Verneuil. Donc c'est une pathologie qui a été décrite pour la première fois en 1835 par Velpeau et qui en fait a pris le nom de maladie Verneuil du chirurgien français Aristide Verneuil qui l'a décrite. Alors en Verneuil en 2022, c'est toujours 8 années de délai de diagnostic et une moyenne de 10 médecins consultés. Alors, quelles sont les raisons de ce temps et de ce délai de diagnostic? Pour beaucoup, c'est la méconnaissance de très nombreux praticiens, c'est aussi la méconnaissance et la honte des malades à en parler, et c'est également l'absence de médiatisation de cette pathologie. Pour reprendre rapidement un peu de ce qu'est quand même la maladie de Verneuil, donc c'est une dermatose inflammatoire chronique, c'est vraiment la pathologie classique du handicap invisible. Suivant. Donc, qu'est-ce que Verneuil? Verneuil, dans le monde, ça représente 80 millions de malades, à La Réunion 10 000. Ces symptômes, c'est l'apparition donc de nodules, d'abcès suppurants dans des zones caractéristiques que sont en particulier les aisselles, la zone génitale fessière et la zone mammaire. C'est une maladie donc, qui a une forme aussi, un caractère génétique pour 42% des patients. Elle est non contagieuse, bien sûr, elle est aussi non liée à l'hygiène, c'est assez important aussi parce qu'on a beaucoup de malades entendent parler de ça. Et donc voilà, elle est auditive. On va passer à la suivante. Très rapidement, vous comprendrez en voyant les clichés que, évidemment, ça entraîne un handicap important à la mobilisation des bras lorsqu'on a une atteinte axillaire. Un handicap important, bien sûr, quand c'est pour la position assise, la marche, les relations intimes lorsque la zone génitale est touchée, mais lorsque, et c'est plus rare, ça touche aussi le visage, ça touche aussi au problème donc, de l'image de soi. La chasse chez l'enfant, c'est quelque chose dont on parlait, je dirais parler à l'imparfait, beaucoup plus rarement, mais maintenant on a quand même des publications qui en font état. C'est un véritable problème et c'est quelque chose que nous prenons en compte, en tout cas dans l'association, et pour lesquelles on met des choses. Les comorbidités de la maladie de Verneuil sont nombreuses, notamment les spondylarthropathies, les maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a aussi tout ce qui est les Crohn, etc., les cancers, diabète. Enfin, il y a énormément de comorbidités, ce qui va d'ailleurs nous engager plus tard à mettre en place une coopération pluridisciplinaire. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, surtout dans les nouveautés, c'est tout ce qui concerne l'évaluation et la prise en charge de la maladie par les praticiens. Donc, pour commencer, on va parler pour la suivante. Voilà, donc la première chose, il y a eu la mise en place de recommandations par le centre de preuve de la Société française de dermatologie, notamment avec cette fiche d'observation qui est très pratique, qui est fait mise à disposition des médecins, et notamment, et juste je vous encadre à côté, les 3 questions, puisque le diagnostic est purement clinique pour la maladie Verneuil, il n'y a aucune investigation à faire. L'intérêt, c'est de vous parler de ces évaluations, c'est qu'en fait, elles vont guider vos décisions thérapeutiques, et il faut que ces outils soient pratiques, facilement utilisables dans votre pratique clinique quotidienne, mais aussi qu'elles soient utiles, notamment pour tout ce qui est les essais cliniques. Donc, le plus connu et vraiment le plus utilisé même par les patients, c'est la classification de Harley. Cette classification, elle a le problème d'être une classification statique. Du coup, elle était surtout à l'origine, elle permettait donc derrière de savoir qu'en stade 1 léger, on allait donner une thérapie médicale, en stade 2, c'était une chirurgie locale le plus souvent, et l'excision large et un suivi éventuellement de greffe pour les stades les plus sévères. Maintenant, il existe d'autres outils de stadification pour la maladie de Verneuil, notamment le HISCR, qui est donc le Identity Superior Clinical Response, qui a été créé en 2014. Il a été approuvé par la FDA et surtout utile dans tout ce qui est les essais cliniques. Donc son inconvénient, c'est qu'il n'incorpore pas notamment les tunnels de drainage, ce qui est quand même un problème, notamment pour la prise en compte des traitements inflammatoires, donc pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Du coup, on a été créé à la suite de 2 Delphi, l'IHS4, donc qui est l'International Identity Superior Score System. Voilà. Et le tout nouveau qui vient d'être créé, donc le IHS 455, qui lui est dichotomique et qui va prendre en compte en fait, dans le premier cas, on ne prenait pas par exemple les abcès des nodules qui étaient en nombre inférieur à 3 et on ne prenait pas non plus en compte tout ce qui était les tunnels de drainage. Or, c'est vrai que c'était un problème, notamment dans le voilà. Donc du coup, le IH55 les prend en compte et ça permet de mieux estimer dans les essais cliniques l'évaluation des traitements qu'on va mettre en œuvre. Donc juste pour vous très rapidement,
la façon dont on compte, donc vous avez le nombre de modules, vous multipliez par la valeur 1, le nombre d'accès par 2, le nombre de tunnels drainants par 4, et ça va vous donner donc une nouvelle classification légère modérée en fonction des points obtenus. Le problème de tous ces points, donc vous avez là quelques exemples de voir comment ils sont calculés, les nodules et papules. Le premier cas, par exemple, c'est totalement inactif. Dans les deuxièmes cas, il y en a légère, modérée et sévère. Je vais essayer de gagner un petit peu de temps, je vous vais passer. Voilà, les traitements. Donc les traitements pour l'instant pour la maladie de Verneuil, enfin pour l'hydrosanite, sont les antibiotiques, bien sûr les antalgiques pour soulager les patients, les injections ou les perfusions et la chirurgie suivie de greffe. À ce niveau-là, il existe un outil pour la prise en charge, qui est notamment un outil qui a été aussi mis en place par le Centre de preuve de dermatologie, qui est un algorithme qui est très pratique. Alors lui, il est basé sur les Harley. Et donc, il va vous permettre de pouvoir, en fonction donc, de l'estimation que vous aurez faite de votre patient, de pouvoir lui administrer tel ou tel traitement. Il ne fonctionne pas. Donc, c'est très pratique et c'est surtout un outil qui peut être facilement mis à disposition, éventuellement, des médecins qui ne connaissent pas encore bien l'herbe. Ces outils-là, vous allez retrouver, que ce soit la fiche patient, dans une application, une petite application qui a été mise en place par la Société française de dermatologie, qui s'appelle le Chronoreco et qui est librement téléchargeable. Je pense que peut-être vous aurez une PDF après et vous pourrez retrouver toutes les informations. La thermographie infrarouge est aussi très très intéressante pour la stratification aussi et la reconnaissance, notamment pour les patients qui ont des placards véritablement, où tous les accès sont coalescents et donc les tunnels, et où il est difficile de comptabiliser, parce que vous aurez bien compris que dans les précédents stades, on compte. Et quelquefois, quand il y a vraiment des gros placards, ça devient compliqué. Et en particulier aussi sur les peaux foncées, on n'a pas toujours une évidence. La thermographie va vous donner une image, puisqu'elle n'aura aucun problème par rapport à tout ça, pour voir l'évolution. Donc pour faire ça, il y a un petit outil aussi qui est très utilisé dans le domaine, dans le maladie d'un œil, c'est la suivante. C'est donc une petite caméra qu'on peut fixer sur un iPhone, et avec un petit adhésif qui est donc validé par la FDA. Vous allez avoir, donc ça va avoir un calibrage de l'image au niveau de la taille, la couleur, l'éclairage. Donc même les infirmiers, quelquefois, notamment au Canada, ont ça et peuvent suivre aussi les postscopes ensuite pour voir l'évolution de la plaie. C'est très intéressant, c'est assez facile. Vous l'aurez compris, la maladie d'un œil, c'est une pathologie qui a un retentissement énorme et majeur sur la qualité de vie des patients. Elle entraîne un isolement, très souvent. Elle entraîne aussi, parfois, des dépressions et malheureusement, assez souvent aussi des pertes d'emploi. Pour cela, il y a bien sûr les instruments patients, comme le DLQI, et qui va mettre en avant les handicaps liés à la douleur. Elle est corrélée bien sûr plus ou moins souvent au nombre de lésions, mais pas toujours. Le retentissement sexuel, et là je voudrais parler d'une chose dont on parle rarement, c'est malheureusement aussi les violences qui accompagnent ces problèmes-là. Et souvent, c'est quelque chose qui est tu et qui n'est pas mis en avant, mais il y a aussi des violences qui accompagnent donc, les personnes qui ont des retentissements sexuels. Et si on peut juste revenir sur les derniers quartiers, donc l'absentéisme aussi, les pertes de travail. Donc ce DLQI, il existe un petit instrument que vous suivre, voilà maintenant. Voilà. Pour la suivante, voilà. Il existe une application alors aussi que vous pouvez proposer à vos patients de télécharger. C'est une application officielle du DLQI qui va permettre aux patients aussi d'enregistrer régulièrement son état, je veux dire, et éventuellement de vous le donner ensuite. Vous, ça vous fait gagner du temps, mais en même temps, vous prenez en compte quand même cette qualité de vie du patient qui est importante et qui ne doit pas être négligée. Voilà. Donc, je vais venir maintenant au niveau des traitements, puisqu'on nous dit quoi de neuf, donc j'essaie de te faire un petit peu le tour. Donc, le ADV donc, de l'Européenne, sur l'association européenne, donc, a mis en avant deux molécules très prometteuses, c'était en septembre dernier. Le premier est une molécule qui existe déjà, qui est sur le marché, c'est le Cosentyx, qui a fait, c'est le deuxième essai clinique de phase 3 qui est fait sur la maladie de Verneuil, et donc qui a porté sur plus de 1000 patients, 219 sites dans 33 pays. Ce sont deux protocoles, après avoir fait Pionnier pour l'adalimumab, maintenant il y a eu Sunshine et Sunrise, donc, qui ont mis en avance l'intérêt de 300 mg en sous-cutané versus un placebo. Donc, voilà. Et c'est vrai que les scores, quand on a parlé tout à l'heure de l'HISCR, il faut qu'il y ait un minimum de 50% de bénéfices qui soient apportés dans le traitement.
là ils sont atteints et il n'y a aucun problème. Diminution des poussées, etc. L'autre, c'est le brépocitinib, donc qui est un traitement qui est expérimental. C'était donc en fait des inhibiteurs de kinase qui étaient 3 inhibiteurs versus aussi un placebo. Les résultats ont donné en fait des résultats que pour le brépocitinib. Et donc ce sont ces molécules-là, donc là on est sur les JAK et là on est sur des interleukines IL-17. Voilà. La suivante. Donc voilà, nous pour accompagner tout ça, nous sommes une association, on essaie d'accompagner bien évidemment et de travailler ensemble et d'avancer ensemble pour faire en sorte que cette maladie soit le mieux accompagnée. Donc 8 ans pour un diagnostic, vous le comprendrez, je pense que c'est long, bien trop long. Donc nous avons créé un mois qui est le mois de juin violet en soutien pour la maladie d'Erneuil, tout comme vous avez octobre rose. Notre objectif, c'est de faire de la Réunion le département pilote en matière de diagnostic précoce et rapide. Comment ? Grâce à des campagnes de dépistage. Ça fait déjà 2 ans, on va entrer dans la 3e année, en offrant donc des campagnes de dépistage tout au long du mois de juin violet, en se déplaçant, on a donc un centre avec l'aide de médecins ou d'infirmiers qui sont donc formés pour. Nous avons traduit en FALC la fiche que vous avez vue tout à l'heure, alors que le FALC c'est la langue facile à comprendre et à lire, enfin bien comprendre, donc qui reprend les 3 fameuses questions, vous avez d'avoir des abcès, sont-ils localisés et sont-ils récurrents? L'implication du patient, bien évidemment, les patients sont de plus en plus concernés et ils s'informent, bien évidemment, mais il faut savoir où est-ce qu'ils s'informent. Donc c'est important, peut-être aussi, nous le pensons, parce qu'ils ont quand même encore besoin de soutien, il faudrait mettre en place des ETP sur la Réunion qui n'existent pas encore dans le cas d'un maladie d'Erneuil, et je pense que cette collaboration serait importante à mettre en place. Nous avons aussi une campagne vers nous, donc c'est la petite mascotte que nous avons et que nous offrons gracieusement dans les services hospitaliers, mais aussi dans les établissements scolaires. Elle porte à son poignet une petite carte qui a été rédigée avec le comité scientifique et qui permet donc de permettre aux gens éventuellement de savoir s'ils ont des abcès récidents, ça pourrait être un Erneuil. Pourquoi en fait aussi faire ça? C'est parce que nous pensons que pour avoir des adultes qui sont un petit peu plus à l'aise avec leur pathologie, il faut s'y prendre tôt. Si on commençait déjà à parler de la maladie d'Erneuil dès le collège, on en informait, on parlait de cette pathologie, on la présentait à ce moment-là. De ce fait, on a fait 3 petites vidéos qui ont été validées par l'ARS et le réseau de soins réseau Verneuil et qui présentent en 1 minute 30 le quotidien vu par d'un Verneuil chez les adolescents, le point de vue d'une femme et le point de vue d'une jeune fille et d'un jeune homme. Voilà. L'intérêt, c'est le dépistage plus précoce, surtout une prise en charge thérapeutique adaptée beaucoup plus rapide, donc éventuellement freiner une évolution. La mise en place de recommandations précoces sur une vie on en a parlé tout à l'heure, donc du sport, de la diététique, les risques sur le tabac, et bien évidemment aussi la libération anticipée de la parole et la prise en charge des troubles anxieux. On a énormément, dans les taux de suicide qu'on rencontre dans l'association, ce sont les jeunes qui sont le plus dans ce problème-là, dans cette problématique. La dernière chose, on va aussi, pour accompagner les patients, proposer à partir du mois de décembre prochain une petite trousse qui sera la trousse Verneuil, dans laquelle on aimerait que justement les différents médecins et les chirurgiens nous aident à faire un petit livret, comme on a fait par exemple avec la SNFCP, donc la société de coloproctologie, ou comme je le fais par exemple avec l'hôpital Henri Mondor, avec qui on travaille également, qu'on puisse avoir ces petites trousses qui soient données aux patients qui sont opérés pour la première fois. Parce que lorsqu'ils sont lâchés un peu dans la nature, ils ne savent pas trop, ils peuvent avoir des tas de problèmes. Donc on aimerait travailler en collaboration avec les services de chirurgie pour pouvoir mettre ça en place. Bref, c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Enfin, la dernière chose qu'on voudrait mettre en place aussi, c'est un congrès en novembre prochain, qui serait le premier congrès HS de l'océan Indien, où on aimerait donc faire participer à la fois une équipe pluridisciplinaire sur tout l'océan Indien. En gros, nous travaillons avec des experts parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à pouvoir avancer. On travaille donc avec l'Institut française, l'ARS, l'Institut Pasteur, voilà, Compère, tout un tas de gens qui ont du sérieux. Juste après, je dirais juste que de la souffrance et la sensibilité dans l'intelligence, et tout le monde parle du savoir, mais il y a une personne du savoir peut souffrir. Voilà, je vous remercie. C'est très volontiers.